Analystes les plus rigoureux des dynamiques géopolitiques qui façonnent notre région. Rafa Tabib est enseignant à l'école supérieure de commerce de Tunis, Université de la Manouba, docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches et conférencier à l'école supérieure de guerre. Depuis près de 30 ans, il s'intéresse aux logiques de pouvoir, aux fractures territoriales et aux jeux d'influence, en particulier en Libye et au Maghreb. Il publie aujourd'hui un ouvrage dense et stratégique intitulé L'œil du cyclone, configuration géopolitique de l'environnement de la Tunisie, aux éditions Sotumedia. Un essai qui rappelle à la lucidité et à une doctrine géopolitique proprement tunisienne, à l'heure où les rapports de force se recomposent. Rafa Tabib est avec nous dans la matinale. Bonjour et bienvenue. Merci encore une fois, je m'excuse de ce retard. Avec grand plaisir, vous êtes tout excusé, monsieur Rafa. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire L'œil du cyclone maintenant? Est-ce un cri d'alerte ou un guide stratégique? Alors, la Tunisie, pendant près de 4 décennies, a vécu presque comme une île, comme un archipel, avec une certaine protection vis-à-vis des grands chambardements géopolitiques qui traversaient la région. On avait une guerre civile en Algérie, une autre guerre civile qui ne dit pas son nom en Libye, et pourtant, ça n'a eu aucun effet sur la Tunisie. Mais après l'accélération historique avec la mondialisation, la globalisation, la Tunisie est devenue maintenant une caisse de résonance de tout ce qui se passe dans la région. Aujourd'hui, quand on parle par exemple des problèmes migratoires qui mettent en péril certaines régions dans le pays au niveau sécuritaire, eh bien ça c'est un phénomène géopolitique. Lorsqu'on est en train de voir maintenant le passage des relations internationales d'une phase où il y avait une sorte d'ensauvagement dans les relations entre les pays, on est aujourd'hui en train de passer vers une cannibalisation des rapports et des relations internationales. Et ça m'a intrigué. Et je me suis dit, il est bien temps maintenant que l'on réfléchisse. D'abord Tunisie, mais aussi Maghreb, région, Méditerranée, avec tout notre voisinage. Et ça ne peut commencer que par une analyse d'abord de ce qui se passe autour de nous. Parce que quand on dit l'œil du cyclone, nous on est dans l'œil, mais le cyclone il est autour de nous. Le Mali, la guerre au Mali, dans l'Azawad, le chaos milicien qu'il y a en Libye, les problèmes au Maghreb avec cette guerre qui n'en finit pas au Sahara, dans la région du Sahara occidental, et aussi nos rapports avec l'Europe, qui ne sont pas au beau fixe. Qui sont tendus. Oui, bien sûr. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez d'une rupture avec les politiques de servitude. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, maintenant, il y a une chance historique. On est en train de la voir maintenant dans la politique de plusieurs pays qui soulève la question de la souveraineté. Et d'une souveraineté sur laquelle les gens s'arc-boutent de manière très énergique. Donc, moi, je me suis dit, il est temps maintenant de dire, on ne peut plus rester dans les mêmes attitudes qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Il va falloir que l'on négocie, que l'on discute de manière franche avec nos partenaires. D'égal à égal. D'égal à égal, parce que nous, on a des cartes maîtresses, ils ont des cartes maîtresses, il n'y a aucun problème. Et pendant très très longtemps, cette manière de traiter la Tunisie comme si c'était un pays qui est capable d'accepter pratiquement toutes les agilités pour entrer dans les stratégies des autres, maintenant cette phase est finie, plus personne n'accepte ça dans la région, et je pense que c'est pour le bien de tous, aussi bien pour le bien de nos partenaires traditionnels tels que les Européens, etc., que aussi les partenaires dans le Maghreb arabe, que aussi les autres partenaires qui sont en train de venir. N'oubliez pas, les Chinois sont déjà là. Oui, et bien installés même. Bien installés. En quoi les bouleversements géopolitiques post-2022 marquent-ils un tournant pour la Tunisie ? Eh bien, lorsque la guerre a commencé en 2022 en Ukraine, beaucoup de gens m'ont dit « mais bon, c'est une guerre très lointaine ». En oubliant quelque chose, c'est que la Tunisie, la première guerre qui a été menée par une armée moderne tunisienne, ça a été en Crimée. Oui. Au milieu du 19e siècle, lorsque la Tunisie a soutenu la Sublime Porte dans sa guerre contre les Russes en Crimée. Eh bien, j'aurais dit, vous allez voir, ce qui se passe dans les plaines ukrainiennes va avoir un effet dévastateur sur notre région. Et on a commencé à voir les fils pour l'acquisition du pain en Tunisie. Donc, vous voyez, les mécanismes sont tellement complexes, mais sont surtout interdépendants. Donc, ce qui se passe quelque part dans le monde, avec cette interdépendance entre les systèmes, eh bien, il va avoir un effet
nécessairement direct sur notre pays. Ce qui est en train de se passer, par exemple, au Sahara Sahel, avec cette décomposition des tissus sociaux, économiques, etc., eh bien, nous sommes en train de le recevoir maintenant sur notre territoire. Et donc, on paye les pots cassés, quoi. Bien sûr. Et depuis 2022, il y a eu un changement total dans le monde, où les gens ont dit, maintenant c'est fini, il n'y a plus de pôle unique dans le monde, qui sont les États-Unis et l'Occident. Maintenant, il y a une multipolarité et tous les pays ont commencé à adopter ce qu'on appelle le multilatéralisme ou le multi-alignement. Ça veut dire qu'on peut être allié sur un dossier et on peut avoir des difficultés sur d'autres dossiers. Et ce que je dis, moi, en Tunisie, il va falloir maintenant qu'on ait une approche, tout ce qu'il y a de plus pragmatique vis-à-vis des partenaires, que ce soit au sud de la Méditerranée, qu'au nord de la Méditerranée, ou ailleurs. On va parler aussi sur l'environnement immédiat de la Tunisie. Quelle est aujourd'hui la principale menace ou le principal défi dans l'environnement régional de la Tunisie? Le chaos sécuritaire en Libye et en Azawad. Les gens oublient que chaque fois qu'il y a un problème de terrorisme, il y a toujours le nom de l'Azawad. Qui est présent. Et d'après mes recherches que j'ai menées entre 2014 et 2019 au Mali, où j'étais à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que, en fait, c'est une place fortifiée du terrorisme dans le terrorisme tunisien. Ça veut dire que tous les terroristes qui sont pourchassés à travers le Maghreb, eh bien, leur citadelle, c'est l'Azawad. Et c'est là qu'ils demeurent pendant des années avant de reprendre leur projet. Et puis, ce qui se passe en Libye, tant qu'il n'y a pas d'État en Libye, on va subir cette anomalie géopolitique et géostratégique du fait que d'un côté, on a une armée tunisienne avec un État centralisé, avec un service de douane, un service sécuritaire, et de l'autre côté, c'est une mosaïque totalement incompréhensible. Voilà. Et surtout que ce n'est pas une fragmentation d'ordre politique, c'est une fragmentation d'ordre aussi social et ethnologique. Bien sûr. Maintenant, on a des tribus qui sont armées et ces tribus-là, elles dominent leur territoire et elles ne sont pas prêtes à rendre les armes. De toute façon, l'Est et l'Ouest sont complètement divisés en Libye et c'est les armes à la main. Et c'est l'Ouest aussi qui est encore plus divisé et plus fragmenté. C'est ça ce qui nous fait peur. Vous évoquez aussi, Rafat Habib, des stratégies hégémoniques des puissances étrangères. Qui sont ces acteurs aujourd'hui les plus actifs autour de nous? Oui, alors, juste un petit rappel en deux phrases. Moi, j'ai travaillé sur l'arc de la déstabilisation que j'ai appelé la barre de feu du Sahara Sahel. J'ai parlé du chaos en Libye, j'ai parlé de ce que j'ai appelé moi le contrefort algérien et la profondeur maghrébine. J'ai parlé de la Méditerranée et je l'ai mentionné comme étant l'horizon de la Tunisie, mais aussi j'ai parlé des grands projets on y arrive, on y arrive. Et parmi ces acteurs-là, il ne faut pas oublier de mentionner la Turquie, qui a eu une attitude inamicale vis-à-vis de la Tunisie pendant une décennie. Les États-Unis, qui ont tout un projet pour la Tunisie, qui cadre avec ces stratégies de transformation de la Méditerranée en une zone de fracture géopolitique. Et pour eux, la Tunisie fait partie d'une plaque tectonique géopolitique plutôt vers le sud. Et il y a même la promotion d'une vision, tout ce qu'il y a de plus huntingtonienne, de dire la Méditerranée, ce n'est pas un espace d'échange, c'est un espace de confrontation, alors que si l'Égypte c'est le don du Nil, la Tunisie c'est le don de la Méditerranée, donc on ne peut pas nous couper de cette Méditerranée. Est-ce que la Tunisie, elle a juste, dans le même sujet, est-ce qu'elle a, selon vous, une marge de manœuvre réelle face à ces puissances? Énorme. Le problème de la Tunisie, c'est qu'elle ignore dans une certaine mesure ses cartes maîtresses. Et les cartes maîtresses sont là. Nous sommes à la croisée de tous les chemins du monde. Lorsque vous mettez une carte, vous vous rendez compte que les échanges nord-sud, ça veut dire plutôt sud vers le nord, ça veut dire toutes les ressources humaines qui partent vers le nord, elles passent par la Tunisie. Et tout ce qui passe entre l'Est et l'Ouest, ça veut dire entre l'usine du monde et le marché du monde qui est l'Europe, il passe par la Tunisie. Tout le monde est en train de voir maintenant, à travers des échelles, l'importance de cette Tunisie. Notre problème, c'est que nous, on réfléchit de manière trop intrinsèque et non sur l'ensemble du monde. Vous appelez aussi à l'adoption d'une doctrine géopolitique propre à la Tunisie. Quelles en seraient les lignes directrices selon vous? Il est bien temps qu'on réfléchisse à avoir notre propre manière de voir les choses et d'avoir une doctrine qui est fondée sur d'abord nos valeurs,
mais aussi sur notre histoire. Et vous vous rendez compte que dans le livre, j'ai parlé beaucoup d'Ibn Khaldoun, j'ai parlé de Hannibal Barca, j'ai parlé de Bourguiba. Des acteurs clés de la Tunisie. Voilà, et ceux qui ont vu la dimension autre de la Tunisie, parce que moi je le dis dans le livre, en fait, la carte géopolitique de la Tunisie est beaucoup plus importante que la carte géographique. Donc on a des rôles à jouer. Et cette doctrine, elle est fondée sur les 5 principes que j'ai énoncés. Il ne faut pas tout dévoiler du livre, il faut laisser un peu les gens lire quand même. Est-ce qu'on peut espérer une souveraineté géopolitique sans souveraineté économique? Non, c'est totalement à oublier, à éviter, même au niveau de nos pensées. Alors, justement, moi, ce que je dis, c'est que il y a un gros problème dans la traduction du terme souveraineté pour nous. En fait, la souveraineté ne veut pas dire autarcie. Les gens croient que c'est d'autarcie, ça veut dire, allez, on va avoir... Il y a une confusion. Hein. Oui, bien sûr, il y a une confusion qui peut être très menaçante pour l'avenir de la Tunisie. Parce que quand on dit souveraineté, en fait, c'est quoi la souveraineté? C'est l'équilibre entre tes potentialités et tes capacités. Et il y a autour de toi des équilibres qui sont en train de se faire, des équations qui sont en train de s'écrire. Oui. Il faut être au courant de toutes ces variables pour pouvoir être dans l'équation et non être juste une quantité négligeable. Alors vous insistez aussi sur la nécessité de penser notre positionnement dans le monde. Qu'est-ce qui doit changer concrètement? La diplomatie tunisienne dans son approche? Qu'est-ce qu'elle doit changer, la diplomatie tunisienne, dans son approche? La diplomatie est un levier important. Mais moi, je pense à autre chose. Moi, je pense aux acteurs économiques. Je pense à notre diaspora qui peut jouer un rôle. Je pense à ce qui est devenu maintenant la chose la plus importante à travers le monde, qu'on appelle le soft power. Et le soft power tunisien, il est extrêmement puissant, mais ô combien il est totalement évincé de l'équation géopolitique. Vous savez, à un certain moment, lorsque la Tunisie envoyait des ambassadeurs à l'étranger, c'était des écrivains comme Sissid, tous ces gens-là avaient donné une idée qui est formidable de la Tunisie, une puissance qui est susceptible de pouvoir influencer les autres. Or, maintenant, la Tunisie est devenue, et surtout pendant la décennie qui vient de s'écouler, la Tunisie est devenue un pays qui est aux ordres de puissances qui sont elles-mêmes des sous-traitantes de puissances mondiales. Je parle de la Turquie, bien sûr. Donc, je pense que la Tunisie doit rétablir cette manière de voir le monde et surtout d'influencer le cours des choses. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur la Libye, notamment dans vos précédents ouvrages. Quel lien faites-vous entre la crise libyenne et la sécurité tunisienne aujourd'hui? Alors, justement, les gens, surtout ici en Tunisie, quand on voit la carte de la Tunisie, pour nous, c'est presque une icône. Or, faites très attention, ces frontières que vous voyez, elles ne signifient absolument rien par rapport soit aux terroristes, soit au réseau de la criminalité transfrontalière. Pour eux, il n'y a pas de frontières. Et si du côté de la Tunisie, on est en train de faire un effort monstre maintenant dans le sud, il faut aller voir ce qui est en train de se faire. De l'autre côté, et ça, je parle d'un pays que j'ai visité à 43 reprises, donc je vous prie de me croire. Moi, quand je traverse la frontière libyenne, première question que je me pose, qui est maintenant le responsable de tel ou tel territoire? Parce que ce n'est jamais une carte qui est établie, dont vous connaissez les... Rien n'est clair, quoi. Ah là, totalement. Hein, là, c'est vraiment l'incertitude, de manière très clausewitzienne. Hein, c'est l'incertitude qui donne parfois des configurations extrêmement dangereuses. Et en plus, il y a maintenant des projets politiques et géopolitiques dans la région qui font que la Tunisie soit assujettie à certains projets qui vont redessiner les territoires. On parle de l'entité Amazir, on parle de ce qu'on appelle la Jefara unie, etc. Tout ceci doit nous amener, d'abord, à focaliser nos études sur la Libye et à continuer l'œuvre qui a été commencée par le professeur Monsef Ouannès, qui a fondé l'école tunisienne des études libyennes, et avoir des rapports. Je l'ai expliqué comment il faut faire avec les Libyens, surtout au niveau anthropologique. Alors, vous êtes aussi cofondateur de l'Académie tunisienne de géopolitique Hanon. Quelle est sa mission et à qui s'adresse-t-elle? Alors, elle s'adresse généralement à l'ensemble des Tunisiens qui s'intéressent à la géopolitique. Nous, ce qu'on fait, ce sont des formations à court et à moyen terme, des masters, des masterclass. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à la géopolitique. Vous savez, la géopolitique dans les autres pays, c'est un secteur qui est
très protégé, dans lequel il y a une forme de cloisonnement vis-à-vis de la société. Et nous, on a dit non, on va... C'est réservé à une certaine élite. Exactement, parce que ça fait chic comme ça de parler de géopolitique, d'avoir les cartes en tête, etc. Alors que là, vous voulez vulgariser. Totalement, et surtout démocratiser. Moi, je préfère le terme de démocratiser parce que ça va amener les gens à avoir des clés de lecture. C'est ça ce qui nous intéresse au premier lieu. Et bien sûr, tous nos projets jusque-là sont des projets non lucratifs, ça veut dire qu'on le fait pratiquement à nos charges. Alors, encore deux questions avant qu'on termine l'interview. En une phrase, quel message essentiel souhaiteriez-vous que les lecteurs retiennent de l'œil du cyclone ? Faites très attention, le cyclone est destiné à bouger. Et l'œil ne va pas rester beaucoup en Tunisie si on ne protège pas le pays. Ce livre est-il un appel aux décideurs, aux citoyens ou aux deux ? En toute sincérité, c'est pas une question piège, je vous jure. je me réfère et ma cible demeure le citoyen. En premier lieu. En unique lieu. En unique lieu. Arafa Tabib, bien sûr, aux éditions Sotu Média, l'œil du cyclone, configuration géopolitique de l'environnement de la Tunisie. Allez l'acheter, il est très intéressant. Merci beaucoup Arafa Tabib pour cet éclairage à la fois lucide et profond sur les enjeux géopolitiques qui nous entourent. Votre livre, l'œil du cyclone, configuration géopolitique de l'environnement de la Tunisie, publié encore une fois, je le répète, aux éditions Sotu Média, est bien plus qu'un essai, c'est un outil de lecture du monde, une invitation à penser notre souveraineté autrement et à anticiper les défis qui s'annoncent. Un ouvrage à découvrir, à débattre et surtout à mettre entre les mains de ceux qui réfléchissent à l'avenir de notre pays. Et à critiquer. Merci. Surtout. Et à critiquer, bien sûr. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. Restez avec nous. Michel Sardou en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du